Et pouf, et bonjour à tous. Du coup, je vais recommencer les vidéos vu que Twitch n'a rien enregistré, vu que ce n'est pas possible pour les comptes nouvellement créés. Et j'avais pas envie d'utiliser le compte que j'utilise habituellement pour moi. Donc voilà. Donc là, le but, ça va être de revoir ce qu'on avait vu au niveau des engrenages, en allant peut-être un petit peu plus loin dans le détail, hein, vu qu'il y avait certaines choses que je n'avais pas pensé à dire et qui pourraient peut-être vous être utiles. Donc la première chose, c'est avec normalement la vidéo, dans les détails, je vais avoir mis un fichier pour télécharger du coup des petits engrenages. Donc c'est les mêmes qui vont être utilisés pour cet exemple-là. Rien de bien fou par rapport à ça, mais juste un petit tips qui vous permettra soit de mieux comprendre la petite formule que je vais utiliser un peu plus loin, et aussi pour avoir un résultat picobello. Donc, en SVX disponible, donc via le lien de téléchargement, vous avez gears.svx. Et j'en profite pour passer par-dessus quelques petites options. Donc c'est un gears. Donc là, je l'ai dans ma scène Maya, j'y reviendrai un petit peu après. Donc c'est mes désengrenages. Et juste, pardon, au niveau de l'import, ce que je vais faire, je vais aller dans les détails, dans Mesh, et je vais décocher le Combine Meshes. Une des optionnalités de Unreal à l'import, c'est qu'il fusionne tous les meshes. Sauf que dans ce cas-ci, je vais récupérer chaque mesh individuellement, et surtout récupérer à chaque fois le point de pivot de chaque objet. Donc pour ça, je vais décocher le Combine Meshes, en faisant un import, donc j'ai bien deux meshes récupérés. Je vais juste vérifier les points de pivot, qui n'est pas bon. Et ici non plus, logiquement, complètement décalé. Et donc là, en gros, c'est Unreal qui a certes dissocié nos meshes, mais qui a conservé la position relative du mesh par rapport au pivot de la scène. Et si je veux récupérer le point de pivot de chaque objet qui a été décombiné, entre guillemets, ce que je vais passer faire, c'est aller un petit peu plus bas ici, décocher le Transform Vertex to Absolutes. C'est ni plus ni moins que ça, genre préserver la position des vertex, mais de manière absolue par rapport au pivot de la scène. Et donc en décochant ça, je peux cocher le Bake Pivot in Vertex, où à ce moment-là, le nouveau pivot va être baké dans les nouvelles positions des vertex. Et ce qui fait que si je réimporte le mesh maintenant, j'ai le pivot qui est au centre de mon mesh. Donc je vais faire la même chose pour l'autre. Et si là on se dit que ça peut être un petit peu pénible de modifier chaque asset indépendamment les uns des autres, c'est le meilleur moyen d'avoir des disparités dans nos réglages, sachez que vous avez une option dans Unreal qui est très pratique. Vous sélectionnez plusieurs fois le même type d'asset, en l'occurrence des meshes, vous allez dans Asset Actions, et là vous allez Bulk Edit via Property Matrix. Donc Bulk Edit c'est un edit de masse, et le Property Matrix c'est ça, donc en gros c'est... chaque propriété peut être pinée, et en gros ce truc là nous permet de modifier les paramètres d'un mesh tout à la fois. Donc c'est un petit peu pénible d'aller chercher où est le paramètre dont il est question. Donc ce que je peux faire, c'est directement aller ici, et en tapant dans l'objet de recherche, je peux voir la propriété Bake Pivot in Vertex. Bon là on l'avait déjà coché, mais je pourrais par exemple le changer pour les deux. Seule chose à faire une fois qu'on a modifié quelque chose dans ce menu, qu'on peut utiliser pour des textures, pour n'importe quel type d'asset dans Unreal, ça permet juste d'éditer plusieurs assets à la fois. N'oubliez pas de sauvegarder, et une fois que c'est fait, de réimporter vos deux meshes. Ok. Je vais venir un petit peu dans la scène Maya, parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est plusieurs choses. Je pense que vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout d'avoir des roues dentées, de tailles différentes, mais avec du coup une animation qui match. Et le problème qu'on va avoir, c'est qu'au bout d'un moment, quand je vais faire rotationner ces deux mèches à la même vitesse, et ben ça va pas du tout aller. Donc pour bien se représenter le problème dont il est question, je vais créer un blueprint, et c'est ce blueprint-là qui va gérer justement l'animation de mes différents meshs. Donc je vais faire un nouveau blueprint. Blueprint class. Par réflexe et par simplicité, je vais aller créer un actor, même si à ce stade, ça pourrait être plus intéressant de créer directement un static mesh actor. Et ça, j'y reviendrai soit dans une autre vidéo, soit un peu plus tard. Là, dites-vous juste que vous pouvez faire un nouvel actor. Je vais l'appeler BP Gears. Et je vais ouvrir ce truc-là.
Et la première question qu'on va se poser, c'est ok, je pars du principe que je vais créer un outil qui va permettre d'animer des engrenages à la bonne vitesse et tout ça. Donc vous partez du principe que vous allez créer un outil. Donc dites-vous, avant de faire toute chose, de quoi vous avez besoin dans cet outil. On va avoir besoin d'un mesh, visuellement. Dans mon viewport ici, bah j'ai rien. Donc je vais créer un mesh. Je vais aller dans Add Component, je vais rajouter un Static Mesh Component. On part du principe ici que je vais pouvoir lui changer son mesh en fonction de ma scène ou de mon layout ou de mon level design, enfin. Le mesh ne va pas tout le temps être le même. Du coup, le static mesh, c'est-à-dire le mesh qui va être affiché par le static mesh component, lui il va changer. Alors j'aimerais beaucoup voir ce que je fais, ouais, merci. Lui il va changer, peut-être qu'une fois ce sera un engrenage de type A ou de type B. En l'occurrence on a deux meshs. Je n'ai pas envie de créer deux blueprints avec un blueprint pour chaque mesh. On va rendre du coup on va rendre l'affichage du static mesh dynamique. Pour ça, on va aller dans le construction script. Le construction script, hein, c'est à la construction de l'acteur. C'est-à-dire que dès que vous allez drag and dropper, par exemple, ce blueprint dans votre niveau, il va se construire. Du coup, c'est cette partie du script qui va s'exécuter. C'est le niveau de construction primitif d'un acteur. Votre acteur, il est là, par une classe acteur, en haut à droite. Parce que vous avez créé un blueprint de type acteur. Très bien. Donc, à la construction de mon acteur, je vais rendre le mesh différent. Donc je vais prendre mon static mesh component, donc je vais le drag and dropper dans mon construction script, pardon. Hop. Ah oui, par défaut, ça vous fait tout de suite ça. Et ce que je vais faire, moi, je veux remplacer cette propriété-là, le static mesh. Et pour changer n'importe laquelle de ces propriétés, en l'occurrence le static mesh, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est drag and dropper cette pin dans le vide pour accéder au static mesh component. Et là, je vais faire un set, parce que je vais remplacer quelque chose. Donc vous voyez qu'il y a plein de sets, et que vous voulez faire quelque chose, modifier une propriété, c'est set. À l'inverse de get, pour récupérer quelque chose. Get, set. Et je vais changer du coup le static mesh. Donc je vais tenter naïvement de taper set static mesh, et on voit que l'un des premiers qui apparaît, c'est celui-ci, et c'est celui qui m'intéresse. Donc ce node nous donne quelques détails aussi. Donc la target, la cible de ce node, sur quoi il opère, c'est le static mesh component, lequel c'est celui-ci, jusqu'ici tout va bien, et le nouveau mesh, donc là je pourrais mettre n'importe quel mesh qui m'intéresse, mais là on va le promote dans une variable, promote to variable, hop, que je vais appeler myMesh. Je vais cliquer sur l'œil pour exposer cette propriété, ça veut dire que quand je place cette instance, ce blueprint dans un niveau, et ben je pourrais modifier à chaque fois cette propriété-là. Et par défaut, on va lui mettre quand même une valeur, donc je vais mettre le gear 1. Voilà. Donc comme ça, il aura toujours un visuel par défaut. Il semble que je me sois complètement planté dans l'échelle de mon engrenage. Et du coup, on obtient ça. Donc maintenant, je peux drag and dropper ou même dupliquer mon blueprint à chaque fois. Et je me retrouve avec ça. Donc dans un premier temps, on va commencer par rajouter du coup l'animation. Et là, on verra que normalement l'animation ne posera pas de problème. Donc comment animer cette chose-là? L'animation, je ne peux pas la contenir dans mon construction script, parce que le construction script, encore une fois, s'exécute une seule fois à la construction de mon objet. Là, j'ai envie de, à chaque frame, rajouter un mouvement de rotation dans mon engrenage. Donc là, ce sera plutôt dans l'event graph que je veux faire ça. Et l'event graph, il y a une fonction qui va nous être utile, ça va être le tick, l'event tick. Et lui, il s'exécute. Hop, voilà, n'hésitez pas à faire du mouse over avec véhémence et pugnacité afin de collecter tous ces petits conseils d'Unreal. Donc ça, c'est un event qui est appelé à chaque frame. Et avant d'aller plus loin, enfin si, on va y aller, paf. Là, qu'est-ce que je veux faire d'un point de vue logique, c'est je veux rajouter une rotation relative à mon mesh. C'est-à-dire que quelle que soit sa disposition dans le world, qu'il soit en diagonale, genre incliné n'importe comment, que sais-je, j'ai envie que dans le contexte de ce blueprint, il rotationne toujours dans un seul axe, l'axe relatif à mon mesh, pas le reste, pas celui de mon acteur. Donc pour ça, je vais accéder à mon component, le static mesh, et ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rajouter une rotation à chaque frame. Donc add
local rotation. C'est exactement ce qu'il nous faut. Le delta, parce que ça va être de combien je vais incrémenter ma rotation, de combien, à quelle vitesse je vais faire pivoter mon objet. Là, la valeur qui nous intéresse, ça va être l'axe Y, du coup. Donc je vais splitter cette chose pour accéder uniquement à la valeur Y. Et ici, je vais mettre ça... Ah, alors oui, c'est cette partie-là que je vais expliquer un petit peu plus dans le détail. Quand vous faites une animation en utilisant l'event stick, c'est-à-dire que c'est votre... à chaque frame, vous allez exécuter quelque chose, en l'occurrence une rotation, assurez-vous que votre animation soit timée avec votre FPS, c'est-à-dire avec votre nombre de frames par seconde. Alors on n'a pas accès au nombre d'images par seconde actuellement, et ce serait pas très utile. La seule chose qu'on a, c'est le delta seconds. Le delta seconds, c'est le temps qu'a pris la frame pour être faite, pour être terminée quelque part. Indirectement, ça vous permet du coup de scaler une vitesse d'animation en fonction de votre framerate. Et ça, c'est super important. Parce que si vous avez un jeu, on va utiliser un commentaire pour essayer de se visualiser la chose. Admettons que vous avez une animation sur 5 frames. Ok. Et que votre jeu, chance, tourne à 5 images par seconde. Chance. Du coup, le temps, le delta time, lui, sera de 1 seconde divisé par 5. Une sacrée chance. Et du coup, votre delta time devrait ressembler à quelque chose comme... je ne sais plus, 0,2. Ce qui veut dire que sur 1 seconde, je vais m'exécuter 5 fois, et que si par exemple ce ratio, donc ça c'est mon delta time égale 2. Donc si par exemple dans mon script ici je lui dis avance de 5 pour chaque frame, donc dans ce cas-ci, sachant que mon delta time est de 0,2 et que je m'exécute 5 fois en une frame, et ben, le mouvement total accumulé au terme de ces 5 images sera de donc 5, le déplacement, 5 fois 5 égale 25. Et si maintenant je prends un exemple complètement différent, donc je vais toujours vérifier combien d'animations j'aurai sur 5 frames, sauf que là, admettons que je n'ai plus qu'une image par seconde, parce que mon jeu a été optimisé avec l'urètre. Pas de bol, du coup, maintenant, ça me fait plus 1 divisé par 1 divisé par 5, pardon. Donc, je n'ai plus 5 frames, j'en ai qu'une seule. Mon delta time, du coup, est de 1 sur 1, c'est donc 1. Et donc, l'accumulation totale de mon animation n'est plus de 5 fois 5, parce que je n'ai plus 5 frames, mais elle sera, au bout de 5 frames, de 5 frames par 1. Le temps, mon delta time, le temps qu'a pris ma frame. Et là, mon déplacement ne sera plus de 25, juste de 5. Concrètement, ça veut dire que si vous normalisez pas votre animation sur le delta time, vous allez avoir une animation qui ne sera jamais régulière, qui dépendra de votre framerate. Et ça finira par partir complètement en couille. Et donc pour ça, ce que je vais faire, je vais simplement utiliser le delta time pour normaliser mon temps. C'est tout, en définitive. J'espère juste que ça vous permettra de comprendre à la fois qu'est-ce que le delta time, le temps de la dernière frame, et à la fois pourquoi c'est important de l'utiliser. Donc je vais prendre le delta time et simplement le multiplier par, on va le promote par une variable qui sera speed. Ce sera la vitesse de mon engrenage. Et la dernière chose qu'il va me falloir me faire faire, si je mets ça ici, si je compile, donc maintenant je vais juste renseigner une valeur différente. N'oubliez pas de cliquer sur l'œil de votre variable pour bien l'exposer. Donc là je vais mettre une vitesse de 250, admettons. Un tout petit peu trop rapide. Voilà, encore un petit peu trop rapide, même si c'est plus ou moins sexy. Là, le problème que j'ai, c'est que ils avancent dans la même direction. Enfin, ils rotationnent dans la même direction. Donc il faudrait faire en sorte que, quand celui-ci avance dans ce sens-là, celui-ci recule dans l'autre. Oups, j'ai mis des valeurs de rotation, bravo. Voilà. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de mettre une valeur de vitesse alternance négative, je vais rajouter une propriété ici,
Je vais faire une nouvelle variable booléenne, direction. Je vais aussi cliquer sur l'œil. Et un booléen, donc un booléen c'est une variable de type true, false, 0, 1. Je vais faire en sorte que quand c'est true, ça multiplie par 1, c'est-à-dire que ma speed soit égale à elle-même, enfin qu'elle ne change pas en définitive. Mais si par contre la direction est égale à false, et ben là, je vais faire speed fois moins 1. Donc au lieu qu'elle soit par exemple à 250, elle sera à moins 250. Et du coup, logiquement, vu qu'on retrouve cette valeur de moins 250 dans la vitesse de ma rotation, mon engrenage ira rotationner à l'envers. Donc je vais faire ça. Donc là, je peux pas directement multiplier, enfin si je pourrais faire ça, mais complètement inutile, parce que quand ce serait false, ce serait égal à 0, et donc ma speed serait égale à 0, et donc plus rien ne bougerait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que mon booléen renvoie un float, et que le float dépende de l'état de ma direction, de mon booléen. Donc pour ça, je peux faire un truc qui est génial, qui s'appelle un select. Donc il y en a plein, il y a color, float, integer, rotator, transform, vector. Moi ce qui m'intéresse c'est le float. Et lui en gros, il nous dit que, encore une fois le mouse over donnery il est plutôt bien fait, qui prendra A si mon booléen est vrai, et qui prendra B si jamais mon booléen est faux. Et donc ici j'ai juste besoin de mettre 1 quand c'est true, et moins 1 quand c'est false. Et en multipliant du coup ma speed par 1 ou moins 1, je peux complètement alterner la direction de mes mèches. Et si maintenant je retourne dans ma scène, lui il ira tourner dans cette direction, et celui-ci dans l'autre. Et si j'inspecte maintenant ce qu'on a, impeccable, ça tourne bien, le ratio est bien respecté, on a une animation cohérente de deux engrenages, et c'est même relativement hypnotisant. Par contre, maintenant, ce qui va se passer, le problème qu'on a, et ça c'est la dernière étape de ce petit tuto sur les engrenages, le problème qu'on a c'est que le rapport, enfin la vitesse de rotation dans les engrenages dépend justement de la taille de cet engrenage. Alors si le nombre de dents est respecté, si vous regardez un petit peu ici, donc en gros on a 80 subdivisions sur ce cylindre et 20 sur celui-ci, pour un diamètre à peu près 4 fois plus grand, si je dis pas de bêtises. Mais l'offset est préservé, ce qui fait que normalement, ces deux engrenages sont censés pouvoir donner une rotation cohérente. Sauf que si je remplace mon engrenage ici, donc je vais changer le mesh juste en changeant cette variable, je vais prendre le deuxième cylindre, je vais le décaler ici, donc là j'ai exactement, enfin exactement, pas exactement, mais j'ai pratiquement le même setup que sur ma scène Maya. Les deux sont toujours à la même vitesse, et pourtant là on va voir que l'animation ne marche plus du tout, parce que logiquement, vu que cet engrenage est plus petit, vu qu'il a le même nombre de dents, il est censé être entraîné par cet engrenage là. Et donc logiquement sa vitesse est censée être vachement plus supérieure. Sauf que nous sommes des artistes. Un petit peu bizarre certes, parce qu'on va jouer avec pi et ce genre de trucs, mais on va pas commencer à se compliquer la vie et à essayer de trouver à la main une valeur parfaite, ça ne marchera jamais. Vous aurez toujours un moment où votre cycle d'animation va casser, parce qu'il vous faut un truc précis. Les engrenages c'est mécanique, il vous faut une animation qui soit aussi régie par ces paramètres mécaniques. Alors on va pas simuler ça en physique, mais par contre on va utiliser pi pour normaliser la vitesse d'animation en fonction de la dimension de la dimension, j'allais dire du volume, pas du tout, de la dimension de notre engrenage. Donc pour ça, on va introduire une petite notion de géométrie qui va utiliser pi. Parce que là, ce que vous voulez, c'est juste normaliser au final votre vitesse en fonction du radius de votre engrenage. Pour que la même vitesse entre en jeu, parce que techniquement, ces deux vont à la même vitesse, parce que l'engrenage, le petit engrenage, est entraîné par le grand engrenage. Et donc vous avez juste envie de normaliser cette vitesse en fonction du diamètre de votre engrenage. Et pour ça, la petite formule qui va bien nous être utile va être speed multiplié par 1 divisé par pi radius fois pi. Et on va pas oublier de multiplier ce ratio final par le delta time. Alors ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Mais en gros, cette chose-là va nous permettre simplement de prendre en référence la valeur de 1, de juste le diviser par le radius fois pi,
pi permettant de récupérer la corrélation entre le radius de notre objet, multiplier ça par la vitesse, on aura une valeur négative, il faudra très certainement booster un petit peu notre vitesse, et le multiplier par le delta time pour s'assurer que l'animation des deux engrenages de diamètre différents soit la même, quel que soit le framerate. Donc pour introduire ça, qu'est-ce qu'il nous faut? On a déjà la speed, il va nous manquer le 1 divisé par radius fois pi. Alors pour le radius fois pi, on va aussi partir du principe qu'on a envie de pouvoir scaler les mèches différemment. Ce qu'on va récupérer du coup c'est notre static mesh component. Ou pas. Parce qu'avant d'avancer là, j'ai envie de vous expliquer une chose par rapport à ma scène sur Maya. Ma valeur de radius, en fait je fais ce petit détail parce qu'au début j'avais utilisé, et d'ailleurs dans le live du cours j'avais utilisé le get actor bound, mais on va voir que pour justement faire une animation d'engrenage, c'est pas ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut c'est le point de contact entre les deux engrenages, que j'ai représenté ici par deux distances utility. Donc en gros j'ai pris le point de pivot de chacun de mes engrenages et j'ai placé la fin sur le point de contact que j'ai estimé entre mes deux engrenages. Et c'est ce radius là qui va m'intéresser. Parce que si le radius avait été ici, enfin si le radius avait été décalé entre les deux engrenages, le résultat aurait été faux en fait. Voilà, typiquement si j'avais eu ça, donc ça c'est plus ou moins le résultat que j'aurais pu obtenir en utilisant le get component bound, qui récupère qu'une approximation de mon radius, et ben ça aurait été faux. Ce que je veux c'est le point de contact, donc pas le radius à proprement parler, mais ou plutôt le radius du point de contact, et pas le radius du gear en lui-même. Donc là je vais me mettre ces valeurs de côté, pardon. Ce que je vais commencer par faire, c'est préparer du coup cette petite formule en blueprint. Donc je vais commencer par faire un divide pour faire mon 1 divisé par radius fois pi. Donc je vais me créer une nouvelle variable que je vais appeler radius, que je vais exposer, je vais cliquer sur l'œil. Je vais aussi le changer en float. Je vais multiplier ensuite mon radius par pi, une sacrée chance parce qu'on a pi ici, hop. Sinon c'est 3,14 quelque chose. Je n'ai jamais réussi à me souvenir de plus de décimales, mais si vous c'est le cas, eh ben c'est cool. Et ça va me permettre d'avoir mon ratio. Hop. Et au final, ce qui va nous manquer, c'est juste le fois delta time et le fois speed, mais ça on l'a déjà mis ici, donc techniquement je n'ai plus qu'à mettre ça ici. Donc cette partie-là au final n'est qu'une sorte de ratio au final, qui viendra corriger ma vitesse d'animation en fonction de mon radius de contact. Et si je vais maintenant dans ma scène, on va voir que ça va pas du tout marcher, parce que déjà il me faut un radius, ici. Donc ici je vais directement voir mes engrenages, récupérer ma valeur de distance ici, entre mon point de pivot et mon point de contact entre mes deux engrenages. On va récupérer cette valeur, et je vais la mettre du coup ici dans mon radius. Et je vais faire la même pour le gros. Donc pareil, lui il a son point de pivot, son premier point au point de pivot, et le deuxième sur le même point de contact que le premier engrenage. Je vais venir copier la valeur comme un sagouin et la remettre ici. Si je fais play, on va voir que la vitesse d'animation a été drastiquement réduite, et c'est normal, c'est parce qu'on a introduit un ratio ici qui a très certainement une valeur inférieure à 1, donc ça doit être 0 quelque chose, vu qu'on normalise la vitesse en fonction de mon radius. Plus mon radius est élevé, plus cette valeur-là sera petite, plus ça va ralentir le grand engrenage pour le faire amener à la même vitesse que le plus petit. Et si maintenant je regarde mon animation, je vais un petit peu l'augmenter, je vais juste booster la vitesse ici, on va mettre 150, je vais voir qu'au final, les deux ont la même vitesse, sauf que le radius fait que l'engrenage le plus petit va légèrement plus vite que le plus grand. Et c'est pour ça qu'on utilise des engrenages en ingénierie, après tout. Et sur ce modèle-là, normalement, ce que je peux faire, c'est que je peux tout à fait dupliquer ce blueprint ici. Oups, là. Le mettre à 90 degrés. Knut. Et le mettre... Ah, bon, mon mesh est très petit.
je vais le mettre à peu près vers là. Alors, ça par contre ça m'agace. Oui. On va essayer de les faire coïncider. Voilà. Et donc cet engrenage-là marchera aussi. Alors la seule chose que cet acteur ne prendra pas en compte sera la valeur de scale. Parce que là vous avez un acteur qui est scalé à 1. Donc si jamais par exemple vous avez le même mesh mais que vous utilisez une valeur de scale, bah en fait dans ce cas-là ça marchera pas dans tous les cas. Parce que là, à ce moment-là, vos dents vont complètement ne vont plus matcher du tout. Donc ce que je vous suggère par rapport à ça, c'est soit si vous avez des roues parfaitement roux, enfin, des roues sans dents, voilà. À ce moment-là, utilisez plutôt le get bound à la place du radius, parce que là, vous n'avez pas besoin d'avoir la notion de point de contact, et du coup d'avoir une variable vraiment hyper précise. Ou tout du moins, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des points de contact et tout ça. Par contre, si vous avez des dents, eh ben, vous pouvez manger des pommes, mais surtout, ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer une scène Maya avec justement des points de contact qui marchent. Le scale importera peu à partir du moment où il sera le même pour tous les engrenages qui sont dans votre chaîne. C'est vraiment le nombre de dents et le fait qu'ils marchent déjà de base, hein, qu'ils coïncident entre eux, donc vérifiez votre nombre de subdivisions. Et c'est ça qui fera en sorte que vos engrenages marcheront, et ce blueprint-là s'assurera par exemple que votre vitesse soit correctement respectée. Et que du coup le setup de votre scène ne soit pas un affreux chaos. Après, juste un petit point, on approche de la fin de la vidéo, vu que ça c'était le plus complexe à mon sens. Après, le problème qu'il y a avec ce genre d'animation, c'est que c'est super, ça marche du tonnerre dans la mesure où vous avez des animations qui sont ultra précises, donc qui n'ont pas de défaut, mais justement le problème c'est bien ça, c'est que votre animation, bah, elle n'a pas beaucoup de vie en fait, c'est beaucoup trop régulier. On va faire maintenant en sorte qu'elles aient un tout petit peu de chaos. Pour ajouter du chaos, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai pas spécialement envie de casser le côté réaliste de mon engrenage, donc je vais pas commencer à donner des offsets en X, en Y ou en Z pour que mes anneaux partent en vrille. Par contre, ce que je peux faire, c'est introduire une très légère rotation sur un axe pour le perturber légèrement. Donc ce que je pourrais faire pour ça, ce serait juste rajouter par exemple un random float. Donc le random float, est-ce qu'il nous dit ce que c'est? Il va renvoyer un float random, donc aléatoire, entre 0 et 1. Donc en passant par toutes les décimales qui sont comprises entre 0 et 1. Sauf que ça, il va le faire à chaque frame. Si je fais par exemple random float multiplié par delta time, encore une fois, et que je rajoute ensuite encore autre chose qui sera rotation chaos, ça ce sera l'amplitude de ma rotation random. Si je le mets juste en X, on va voir ce qui va se passer. Hop. Je vais prendre mes 3 engrenages et je vais mettre 3 en rotation chaos. J'obtiens ça. Je vais mettre une valeur un peu plus forte pour qu'on se rende bien compte de ce que ça nous donne. Je vais mettre 50, ça va être beaucoup trop extrême. Mais là, mes engrenages ne vont que pivoter sur eux-mêmes. Le problème, c'est que là, je suis parti sur une méthode où je rajoute à chaque frame une rotation. Sauf que si j'aurais beau mettre une valeur aléatoire entre 0 et 1, si en permanence je pousse mon engrenage dans un axe, bah, je vais finir par lui faire donner des tours sur lui-même. Ce qu'il faudrait plutôt que je fasse, c'est que je le fasse légèrement pivoter sur lui-même, osciller sur lui-même. Et dès que vous entendez le mot oscillation, vous devez penser à autre chose qui est plutôt le sinus et cosinus, qui permettent de faire des cercles ou des trucs oscillatoires. Donc là, qu'est-ce que je veux? Sinus et cosinus, c'est vachement pratique parce que vous lui donnez une valeur en entrée qui tend vers l'infini, et il va constamment vous renvoyer une valeur comprise entre -1 et 1, basée sur une espèce d'animation, d'évolution plutôt, pardon, sur une évolution oscillatoire.
Donc il va osciller entre -1 et 1. Il va faire du ping-pong. Seulement il me faut une valeur qui tend vers l'infini pour avoir cette animation qui soit constamment la même. Donc là je peux pas utiliser le delta time hein, qui oscille entre 0,2, 1 ou 3 si jamais vous avez plus du tout d'images par seconde. Donc là ce que je peux utiliser par contre c'est le get game time in seconds. Donc là on a la garantie d'avoir la durée de la session de jeu qui tendra nécessairement vers l'infini. Et ce que je vais faire maintenant, je vais introduire une autre petite formule qui va être non pas radius pi machin machin, mais juste comment avoir une petite fonction sympathique pour gérer une oscillation. Donc vous avez déjà souvent, que ce soit dans After Effects ou dans plein d'autres softs, vu les paramètres jouxtés de amplitude et de fréquence. C'est ni plus ni moins que ça. D'un côté vous avez le time fois frequency, donc vous allez avoir votre fréquence en multipliant le temps, en l'occurrence le temps de jeu, merci, time fois frequency, sinus, donc, qui permettra d'avoir une valeur comprise entre -1 et 1, fois amplitude. Donc si je prends mon get game time, que je me fais un multiply par une nouvelle variable que je vais appeler rotation frequency. Hop. Si cette sortie-là, je l'envoie dans le sin, et cette valeur de sortie qui est toujours comprise entre -1 et 1, je vais la multiplier cette fois-ci par une nouvelle variable que je vais appeler rotation amplitude. Et pourquoi la fréquence ? L'amplitude, on peut facilement la concevoir, on a une valeur entre -1 et 1, je la multiplie par 5, bim, ça fait entre -5 et 5. Mais pourquoi la fréquence ? On a vu que le sin permettait de prendre son input, en l'occurrence le game time, une valeur qui tend vers l'infini, et de renvoyer une oscillation entre -1 et 1. Mais si vous accélérez le temps, si vous faites un x5 sur le temps, votre oscillation, comprise entre -1 et 1, donc le résultat de votre sin, va arriver 5 fois plus souvent. Vu que vous multipliez le temps, vous l'accélérez. A contrario, si vous le décélérez, si vous faites un x0,5, vous allez ralentir le temps et vous allez ralentir aussi votre oscillation entre -1 et 1, et donc vous allez aussi ralentir la fréquence. Donc c'est exactement pour ça que vous avez d'un côté la fréquence et de l'autre l'amplitude. Et on n'oublie pas de multiplier cette animation par le delta time. Et vu qu'avec ça, on a la garantie qu'on a une oscillation régulière entre -1 et 1, mon animation ne fera jamais de tour sur elle-même. Elle ne pivotera pas comme avant, comme une dératée, et j'ai la garantie que mon système marchera bien. Ce que je peux faire maintenant, c'est commencer à mettre des valeurs différentes, parce que là, vous instillez une notion de chaos, donc c'est bien, mais si je mets par exemple les mêmes valeurs sur chacun des éléments, genre 3 et 3, on va l'accélérer un petit peu, visiblement. Donc on va mettre 30 et 30, voilà. J'obtiens ça. Alors ça bleu-blotte. Ça bleu-blotte, mais c'est pas non plus ce que je veux, parce que là, je pourrais rajouter un peu plus de détails. Le détail que je pourrais rajouter, c'est juste des fréquences irrégulières entre chacun de mes engrenages, pour justement rajouter un peu de chaos. L'amplitude ici, je pourrais la mettre à plutôt 10. Ici, je vais plutôt le mettre à 99. Et ici, 15. Poup. Et là, du coup, j'ai juste des animations, en définitive, qui sont légèrement différentes. Et en gérant, justement, différemment, à la fois là, je vais y arriver, la fréquence et l'amplitude, vous pouvez aussi commencer à donner le côté chaos dans une animation qui est toujours la même, quels que soient vos blueprints. Je m'explique. Dans la mesure où ici, on a fait toute une première partie avec une rotation mathématique ultra régulière qui garantit que le système il est visuellement cohérent au niveau des engrenages, si d'un autre côté, vous commencez à exposer des variables qui permettent de contrôler un peu plus de manière un peu plus fine le chaos de votre animation, juste avec ça, vous pouvez commencer à donner de l'âme dans vos assets, en apportant des petites perturbations. Donc allez-y mollo, évitez de faire comme moi et de mettre des valeurs un peu pourries.
Mais au moins, avec ça, vous avez des engrenages animés qui marchent bien. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine, ce sera pour les tapis roulants. Merci, à bientôt et travaillez bien.